Il y a 5 minutes, le FBI révélait une découverte sur l'île privée de Rick Harrison. Cela a commencé comme n'importe quel autre après-midi tranquille. Un ciel calme, des gros titres sur la politique, le sport et la météo jusqu'à ce qu'une alerte change tout. Raid du FBI sur une île privée liée à Rick Harrison de Pawn Star. Ce fut la première vague. Puis 20 ondes de choc. Les médias se sont empressés de vérifier l'information. Les réseaux sociaux ont explosé et, en quelques minutes, le nom de Rick Harrison, autrefois synonyme de chasse au trésor et d'offres originales sur Pawn Star de History Channel, était devenu une tendance mondiale pour toutes les mauvaises raisons. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour les mises à jour. Pour des millions de fans qui avaient grandi en regardant Rick plaisanter avec son père, marchander avec les clients et philosopher sur des artefacts obscurs, cela ressemblait à un coup de poing dans le ventre. Comment cette affable personnalité de la télévision, l'homme qui semblait plus passionné d'histoire que criminel à gros enjeux, pourrait-elle être au centre de ce que le FBI appelle maintenant l'une des découvertes les plus terrifiantes de la mémoire fédérale récente? Mais la vérité, telle qu'elle allait commencer à se dévoiler dans les heures suivantes, était bien plus sombre que quiconque aurait pu le prédire. Pas seulement un scandale financier, pas seulement une affaire d'évasion fiscale. Ce qui a été découvert sur l'île privée isolée de Rick Harrison va bien au-delà de la criminalité en col blanc. Nous parlons d'une chambre rituelle cachée sous une grotte. Des symboles anciens gravés dans la pierre, des reliques osseuses, des carcasses d'animaux en décomposition et ce que certains psychologues légistes pensent pourrait indiquer des cérémonies clandestines, peut-être même des offrandes humaines. Cela ressemble à l'intrigue d'un mauvais film d'horreur? Ce n'est pas le cas. C'est réel. Cela se produit. Et cela a été découvert il y a seulement 5 minutes. Reprenons-le. Passons en revue la chaîne d'événements qui ont conduit à ce point, où la frontière entre divertissement et enquête criminelle s'est estompée de la manière la plus horrible imaginable. Mais attention, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Lorsque Rick Harrison est entré dans les salons américains en 2009, il y avait immédiatement quelque chose de sympathique chez lui. Il n'était pas glamour. Il n'était pas bruyant. Ce n'était pas une star de télévision typique. C'était un prêteur sur gage, un arnaqueur doté d'une grande intelligence de la rue et d'une quantité surprenante de connaissances historiques cachées derrière ce sourire narquois souvent sceptique. Les téléspectateurs lui ont fait confiance. Ils le considéraient comme l'un des derniers courtiers honnêtes dans un monde obsédé par le flash et la fausse richesse. Si Rick pensait que quelque chose avait de la valeur, alors c'était probablement le cas. Ainsi, lorsque des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Rick Harrison avait acheté une île privée dans le Pacifique Sud par le biais d'une société écran, la première réaction n'a pas été de l'inquiétude, mais de la curiosité. Il s'agit peut-être d'une maison de retraite, ont spéculé certains fans. C'est peut-être là qu'il stocke tous les trucs sympas que le magasin ne pouvait pas vendre. Mais à mesure que les journalistes d'investigation ont commencé à creuser plus profondément, il est devenu clair que cette île n'était pas synonyme de repos et de détente. Il était inaccessible aux transports commerciaux. Il n'y avait aucun registre public de propriété, juste une documentation offshore cryptée. Les habitants du village de pêcheurs le plus proche ont déclaré avoir vu d'étranges hélicoptères voler la nuit, toujours noirs, sans marquage. Et tous les quelques mois, de grandes caisses étaient expédiées vers l'île depuis les ports de Hong Kong, du Caire et de Zurich, chacune sans contenu déclaré. Pourtant, ce n'est qu'au début de cette année que les autorités fédérales ont commencé à s'y intéresser sérieusement. L'information est venue d'une source inattendue, un ancien employé du prêteur sur gage Harrison à Las Vegas, qui avait été licencié 2 ans auparavant pour ce qui a été décrit publiquement comme de l'insubordination. Mais en privé, l'employé posait trop de questions. Selon des documents divulgués et obtenus par un lanceur d'alerte, l'ancien employé avait remarqué que plusieurs articles de grande valeur entraient et sortaient de l'inventaire du magasin sans jamais apparaître dans l'émission ou dans les documents officiels. Certaines étaient prétendument des reliques inestimables, des masques égyptiens, des fragments de parchemin de l'ère du Premier Temple, voire ce qui a été décrit comme un poignard de cérémonie d'un médecin européen de la peste du XIIIe siècle, tous disparaissant après quelques jours de stockage. Lorsqu'on lui a demandé où ils allaient, un responsable aurait répondu à l'employé « Ne posez jamais de questions sur l'île ». Ce fut le premier signal d'alarme. La seconde est survenue lors d'un audit de routine réalisé par l'Internal Revenue Service, qui a signalé plusieurs transferts offshore liés aux différentes entités commerciales d'Harrison. Mais ce n'est pas l'argent qui a déclenché l'alarme. C'était là que ça allait. Un compte spécifique, au nom d'une société défunte basée à Malte,
transférait régulièrement des paiements à une entreprise de logistique soupçonnée de blanchir des marchandises sorties clandestinement de sites de fouilles archéologiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Lorsque le FBI est intervenu, le tableau est devenu beaucoup plus clair et infiniment plus inquiétant. Selon un responsable anonyme du FBI qui a accepté de s'exprimer officieusement, ce qui a commencé comme une enquête financière s'est rapidement transformé en autre chose. Une fois que nous avons commencé à suivre les expéditions et les journaux de vol liés à cette île, a expliqué l'agent, nous avons réalisé que nous n'avions pas affaire à une criminalité en col blanc typique. Il y avait des anomalies, des rapports de personnes disparues, des liens avec des collectionneurs d'artefacts extrémistes et des noms sur des listes de contacts qui nous mettaient extrêmement mal à l'aise. Des noms? Quel genre de noms? La source n'a pas voulu le dire, mais il a laissé entendre que plusieurs des individus mentionnés dans les dossiers de Rick avaient déjà été associés à des groupes soupçonnés d'être impliqués dans des pratiques sectaires, la traite des êtres humains et des comportements rituels. À ce stade, le FBI a demandé un mandat de perquisition secrète. Avec la coopération de partenaires internationaux, une force opérationnelle conjointe a touché terre sur l'île de Rick Harrison sous le couvert de l'obscurité. Ce qu'ils ont découvert en entrant dans la grotte située sur la crête nord de l'île défiait toute explication. Là, caché derrière une fausse paroi rocheuse et accessible uniquement en descendant un étroit tunnel de pierre, se trouvait une chambre qui ne ressemblait à rien de ce que les agents avaient vu auparavant. Les murs étaient sculptés de glyphes inconnus, certains semblant anciens, d'autres ressemblant à des symboles trouvés dans des cas impliquant une activité de culte moderne. Des crânes d'animaux disposés en cercle concentrique jonchaient le sol. Un autel de pierre taché de sang se dressait au centre, entouré de bougies brûlées et de bols en métal. À proximité, ils ont trouvé un ensemble de robes poussiéreuses, un registre écrit en latin et en araméen et, le plus troublant de tous, une photographie murale de Rick Harrison, encadrée et décorée d'empreintes de mains rouges. Au moment où les agents ont fait surface et ont confirmé par radio la présence de la chambre, le commandement Green a déclenché une saisie complète de la propriété. Alors que la nouvelle circulait dans la presse, l'opinion publique s'est divisée comme un miroir brisé. Certains refusaient d'y croire. Rick ne serait jamais impliqué dans quelque chose comme ça, ont insisté ses fans de longue date. C'est un passionné d'histoire, pas un monstre. Mais d'autres ont souligné des moments tout au long de Pawn Star qui, avec le recul, semblaient étrangement révélateurs. Épisode où Rick a montré un intérêt inhabituel pour les objets liés aux sociétés secrètes. Commentaires occasionnels sur le pouvoir derrière les objets. Même sa fascination pour les masques mortuaires et les souvenirs militaires a pris un ton nouveau, plus sinistre. Dans les jours qui ont suivi le raid, Harrison a été placé en détention fédérale dans son domaine de Las Vegas. Des voisins ont déclaré avoir vu au moins 6 véhicules banalisés devant son domicile accompagnés d'une escorte de l'équipe SWAT. Harrison est resté silencieux lors de son arrestation, selon certaines informations. Aucune résistance, aucun commentaire, juste un long regard creux sur les agents qui l'ont menotté. Il est actuellement détenu sans caution. Pendant ce temps, le FBI continue de traiter les preuves provenant de l'île. Des sources affirment qu'il existe suffisamment d'éléments pour impliquer d'autres individus, peut-être même un réseau mondial. Des rumeurs se font déjà entendre selon lesquelles il s'agirait peut-être de l'une des opérations secrètes les plus importantes de l'histoire du bureau. Rick Harrison, le visage de l'une des émissions de télé-réalité les plus rentables, pourrait en avoir été un personnage central. Pourtant, des questions restent sans réponse. À quoi servaient exactement ces rituels? Quelqu'un a-t-il été blessé? Les artefacts exposés sur Pawn Star étaient-ils liés au trafic sur le marché noir? Et que découvriront ensuite les enquêteurs en approfondissant la vie de Rick et les secrets de l'île? Pour l'instant, une chose est sûre. Le charme joyeux et les négociations décontractées qui faisaient autrefois de Rick Harrison un nom connu ont disparu. Remplacés par un silence glaçant et un réseau d'horreur bien au-delà de ce à quoi on s'attendait. Cette histoire est toujours en cours et ce qui va suivre pourrait être encore plus terrifiant. Avant la découverte effrayante qui a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement, Rick Harrison était la définition d'une success story improbable. Né Richard Kevin Harrison le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, son parcours d'un garçon d'une petite ville à l'enfance difficile à une star internationale de la télévision a été pendant des années considéré comme un témoignage du rêve américain. Ses premières années furent loin d'être faciles. Diagnostiqué d'épilepsie à l'âge de 8 ans, Rick a passé une grande partie de sa jeunesse alité et incapable de participer aux activités scolaires ou sociales typiques. Mais c'est pendant ces longues heures tranquilles à la maison qu'un incendie a commencé à couver. L'une suscitée par les livres, l'histoire et une fascination pour les histoires derrière les objets.
Pendant que d'autres enfants faisaient du sport, Rick se plongeait dans des encyclopédies, des volumes d'histoire militaire et des récits d'empires perdus depuis longtemps. Il n'allait jamais être le quart arrière, mais il savait très tôt qu'il pouvait être le gars le plus intelligent de la pièce. Les Harrison ont déménagé à San Diego, puis se sont finalement installés à Las Vegas au début des années 1980. À cette époque, Rick avait déjà abandonné ses études secondaires, choisissant de se concentrer sur les affaires et l'argent plutôt que sur les manuels et les diplômes. C'est une décision qui en a choqué beaucoup, mais ceux qui connaissaient intimement Rick n'ont pas été surpris. Il était vif, entreprenant et tenace. Il voyait des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Aux côtés de son père, Richard Holman Harrison, Rick a commencé à exploiter une petite boutique d'occasion nommée Gold & Silver Coin Shop. Au début, les affaires allaient au ralenti. Las Vegas était une ville bâtie sur le jeu, le divertissement et l'argent rapide, et non sur des curiosités historiques. Mais les Harrison avaient le don de transformer des déchets couverts de poussière en trésors incontournables. Rick avait particulièrement l'œil pour ce qui est unique, bizarre et potentiellement précieux. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, le duo a pris son propre pari et a demandé une licence de prêt sur gage. Cette décision changerait tout. Gold & Silver Pawn Shop a ouvert ses portes en 1989 et, en quelques années seulement, il est devenu un incontournable local. La rumeur s'est répandue selon laquelle le magasin n'était pas seulement un prêteur sur gage moyen. C'était un musée de bizarreries, un joyau caché où vous pourriez tomber sur n'importe quoi, depuis une épée de samouraï jusqu'à une guitare Gibson vintage. Rick est devenu connu non seulement comme un négociateur avisé, mais aussi comme quelqu'un qui comprenait le poids de l'histoire derrière les objets que les gens apportaient. Pourtant, la véritable avancée a eu lieu des années plus tard, après d'innombrables présentations au réseau de télévision. Rick avait toujours cru que le charme du magasin pouvait se traduire à la télévision, et il a finalement eu l'occasion de le prouver. En 2009, History Channel a tenté sa chance avec une nouvelle série de télé-réalité décalée se déroulant dans le pawn shop de Las Vegas. Pawn Stars a été un succès instantané. Au début, le public a été attiré par la nouveauté, l'idée d'assister à de véritables négociations sur des fusils de la guerre civile ou des croquis de Picasso dans un prêteur sur gage poussiéreux. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le monde tombe amoureux des personnages. Rick, le réaliste intellectuel, son père, le vieux grincheux mais sage, Cory, le fils décontracté avec ses propres idées, et Chumlee, le comique qui surprenait souvent tout le monde avec une perspicacité inattendue. Ce qui a rendu la série si convaincante, c'est la personnalité de Rick. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil. Il n'a pas essayé d'être une célébrité. Il adorait l'histoire et adorait marchander. Regarder Rick évaluer un mousquet du XVIIe siècle n'était pas seulement une question de prix. C'était une leçon d'artisanat, de géopolitique et de curiosité humaine. Sa voix, souvent calme et mesurée, donnait au spectacle sa dimension intellectuelle. Il a transformé les antiquités en aventures. Chaque objet avait une histoire et Rick était le conteur parfait. Le succès de Pawn Stars a propulsé la famille Harrison vers une renommée mondiale. Le magasin est devenu une destination touristique. Des lignes faisaient quotidiennement le tour du pâté de maison. Les fans sont venus du monde entier juste pour avoir un aperçu de Rick ou pour voir un élément de la série. Les offres de livres ont suivi. Les marchandises ont explosé. Rick est même apparu dans des publicités, des interviews politiques et des allocutions. Pourtant, à mesure que les projecteurs devenaient plus brillants, les ombres devenaient également plus brillantes. Certains ont commencé à se demander à quel point la série était authentique. Les critiques ont fait valoir que de nombreuses négociations avaient été organisées et que certains points n'avaient jamais réellement changé de main. D'autres ont souligné l'augmentation spectaculaire de la richesse du magasin et ont demandé si tout cela pouvait être expliqué uniquement par des pratiques commerciales légales. Il y avait des murmures, calmes au début, selon lesquels Rick était devenu obsédé par les objets les plus rares et les plus obscurs. Il aurait payé généreusement pour des artefacts que d'autres collectionneurs jugeaient maudits ou éthiquement douteux. Lors d'un incident, un ancien employé a affirmé que Rick avait refusé une cloche de navire légitime du XVIIIe siècle en faveur d'un masque rituel africain aux origines inconnues. Il ne se souciait plus de la valeur marchande. L'ancien employé a déclaré qu'il se souciait de l'énergie derrière tout cela, de l'histoire, du pouvoir. Pourtant, ces commentaires ont été considérés comme de l'amertume. Après tout, Rick était une célébrité, une icône bien aimée, un self-made man qui avait surmonté des difficultés médicales et des débuts modestes pour devenir un magnate. Il partageait fréquemment des idées de motivation lors d'entretiens, exhortant les jeunes entrepreneurs à lire davantage,
à étudier l'histoire et à ne jamais sous-estimer l'importance de la connaissance. Plus vous en savez, a-t-il dit un jour dans une citation largement diffusée, moins vous risquez de vous faire arnaquer. Mais au fil des années, l'image publique de Rick a commencé à changer subtilement. Il a perdu beaucoup de poids, a adopté une attitude plus réservée et a commencé à passer de plus en plus de temps loin de Las Vegas. Des amis proches ont rapporté qu'il était devenu distant, annulant ses apparitions, renonçant à des accords commerciaux et refusant d'assister à des événements familiaux. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il construisait un centre de recherche sur une île inconnue. Lorsqu'on l'interrogeait, Rick souriait simplement et disait « Je vis juste mon rêve, mec ». Personne n'a posé trop de questions. Pourquoi le ferait-il? Rick Harrison était devenu un symbole de confiance, d'intelligence et de réussite. L'idée qu'il puisse cacher quelque chose, qu'il puisse opérer dans l'ombre ne correspondait pas au récit. Pas jusqu'à maintenant. Et pourtant, avec le recul, il y avait des signaux d'alarme. Au cours de la dernière décennie, plusieurs gouvernements internationaux ont commencé à sévir contre le commerce illégal d'artefacts. Les musées resserraient les protocoles d'acquisition. Les collectionneurs privés étaient surveillés. Dans ce climat, l'accès continu de Rick à des objets rares et historiquement importants, dont beaucoup ont une provenance vague, aurait dû faire sourciller. Mais ce n'est pas le cas, car Rick Harrison n'était pas simplement un dealer parmi d'autres. C'était une célébrité. Il avait une émission de télévision. Les gens voulaient croire en lui. Et c'est peut-être pour cela que la nouvelle du raid du FBI a été si dure. Ce n'était pas seulement le choc de la découverte. C'était la trahison. L'effondrement d'une personnalité publique si soigneusement conçue, si profondément digne de confiance, que l'idée qu'il soit impliqué dans quelque chose de criminel, sans parler de quelque chose d'occulte, était presque impensable. Pourtant, nous y sommes. L'homme qui a autrefois instruit l'Amérique sur l'histoire pourrait désormais faire partie d'un chapitre bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. D'enfant épileptique à légende de la télévision en passant par prisonnier en attente de procès, le parcours de Rick Harrison ne ressemble à aucun autre que nous ayons vu. Mais dans quelle mesure cela était-il réel et dans quelle mesure était-il mis en scène? Tout comme les accords qui ressemblent désormais plus à des détournements qu'à des plaisanteries télévisées inoffensives. Seul le temps et un examen plus approfondi de son passé nous le diront. De l'extérieur, Rick Harrison semblait vivre une vie relativement modeste par rapport aux normes des célébrités. Contrairement à d'autres stars de télé-réalité qui affichaient des voitures de sport et des jets privés sur Instagram, Harrison a gardé une grande partie de ses affaires personnelles hors des projecteurs. Il est apparu occasionnellement lors d'expositions commerciales, à mener des entretiens promouvant les valeurs entrepreneuriales et à partager sa passion pour l'histoire. Mais sous la surface, un récit différent se formait. Celui qui serait centré sur un achat secret si particulier, si caché du regard du public qu'il serait plus tard décrit par les enquêteurs comme une forteresse de secrets. L'île privée en question est située dans une partie rarement cartographiée de l'océan Pacifique Sud, à environ 80 000 marins de toute voie de navigation majeure. Entourée de récifs déchiquetés et connue pour ses courants imprévisibles, la masse terrestre est connue sur les cartes maritimes sous le nom de Terra Taka, un nom qui n'apparaît pas dans la plupart des atlas et qui n'a pas d'étymologie claire dans les langues polynésiennes ou micronésiennes. Les pêcheurs locaux de l'île la plus proche l'appellent superstitieusement les dents interdites. Apparemment, en raison de la forme des falaises et de la teinte rouge étrange, l'eau prend au coucher du soleil. Pendant des années, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Même les registres de propriété de l'île étaient enfouis sous un labyrinthe d'entités offshore. Au moins 5 sociétés écrans basées aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques, à Malte, au Liechtenstein et dans une sombre LLC au Nevada. Toutes les traces administratives, lorsqu'elles ont été méticuleusement retracées par les organismes de surveillance financière internationaux, ont conduit à un seul bénéficiaire majoritaire, Rick Harrison. L'achat initial était passé presque inaperçu, déguisé en site d'acquisition de contenu multimédia enregistré via une entreprise de logistique aujourd'hui disparue. Cela n'a déclenché aucun signal d'alarme jusqu'à ce que le FBI commence à surveiller les expéditions de marchandises inhabituelles liées aux entreprises d'Harrison. L'un des agents impliqués dans l'opération a décrit plus tard le jeu de coquilles utilisé pour dissimuler la propriété comme une tromperie de niveau classique en matière d'espionnage. Mais les vraies questions ont commencé lorsque les autorités ont examiné ce qui était transporté par avion à destination et en provenance de l'île. Grâce à l'imagerie satellite et aux fuites douanières internationales, les enquêteurs ont découvert un flux constant de colis de grande valeur expédiés à Terra Taka depuis les principaux centres d'artefacts, notamment Istanbul, Le Caire et Bangkok. Il ne s'agissait pas d'envois de bibelots touristiques ou d'objets personnels.
Il s'agissait de reliques dignes d'un musée, souvent non enregistrées et curieusement acheminées via des valises diplomatiques ou du fret aérien diplomatique, ce qui n'impliquait aucune inspection douanière. C'était un signal d'alarme que peu de gens pouvaient ignorer. Le FBI, en collaboration avec des partenaires internationaux et des régulateurs bancaires, a décidé d'ouvrir une enquête plus approfondie. Des agents infiltrés se sont fait passer pour des acheteurs lors de plusieurs enchères privées prétendument liées aux associés de Harrison. Ce qu'ils ont découvert a ouvert la voie à une enquête à grande échelle. Chaque fois qu'ils retraçaient l'origine d'un artefact suspect, qu'il s'agisse d'une idole en bronze d'Inde, d'une sculpture de crâne dans une mine ou d'un reliquaire paléochrétien, ils trouvaient un lien vers le projet H, un nom interne qui aurait été utilisé par l'équipe logistique d'Harrison pour les expéditions vers l'île. Il s'est avéré que le projet H n'était pas qu'un simple nom de code. C'était un système, un catalogue, un cadre méthodique pour importer, stocker et peut-être même utiliser des objets historiques puissants. Des notes ont été trouvées sur les disques durs récupérés indiquant que l'île avait des zones désignées. La zone A était destinée à la conservation, la zone B à l'expérimentation et la zone C, décrite de façon inquiétante comme la voûte. Aucun plan officiel pour ces zones n'a jamais été déposé auprès d'une agence gouvernementale, mais l'une des seules images connues de drones de l'île montre un grand site de fouilles près d'une grotte à flanc de falaise entouré de ce qui semble être des panneaux solaires, des conteneurs en acier et des lumières déclenchées par le mouvement. À partir de ce moment, la mythologie de l'île s'est développée rapidement. Des entretiens avec des marins et des pêcheurs locaux dressent un tableau obsédant. Beaucoup disent qu'on leur a conseillé de ne pas s'approcher de la zone. Un pêcheur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré avoir vu des navires noirs sans lumière mouillés près de l'île tard dans la nuit. Il a décrit des chants résonnant sur l'eau, des flammes vacillantes visibles le long du rivage et ce qu'il croyait être des gens vêtus de robes marchant le long des sentiers des falaises. Un autre villageois a affirmé que 2 de ses cousins, qui travaillaient pour une entreprise de construction privée, avaient été embauchés pour aider à développer des structures à Tirataka. Ils sont rentrés chez eux après seulement 3 semaines, pas les renfermés, refusant de parler de ce qu'ils ont vu. L'un d'entre eux a ensuite complètement quitté le pays, pour ne plus jamais avoir de nouvelles. Cela les a changés. Les villageois ont déclaré que tout ce qu'ils avaient vu là-bas avait brisé quelque chose à l'intérieur. Des rumeurs ont également fait état d'un comportement anormal de la faune autour de l'île. Des groupes de dauphins refusaient de traverser certaines zones, les oiseaux évitaient l'espace aérien et même les requins se rassemblaient inhabituellement près du rivage. Les scientifiques n'ont proposé aucune explication définitive, mais les habitants pensaient que quelque chose d'anormal se passait sur ces terres. Alors que le groupe de travail fédéral se rapprochait, de plus amples détails ont émergé de documents piratés et de communications divulguées. Un mémo particulièrement troublant de l'assistant personnel de Harrison, marqué comme hautement confidentiel, faisait référence à une cérémonie organisée sur l'île en 2018 qui nécessitait une protection spéciale contre la surveillance aérienne et impliquait des participants non divulgués d'Europe de l'Est, d'Asie et d'Amérique du Sud. Mais le FBI ne s'intéressait pas seulement aux rumeurs. Il leur fallait des preuves tangibles. Après un an de suivi des expéditions, de triangulation des pings GPS des avions privés et de collecte de fils d'Ariane financiers, ils ont lancé l'opération Hollow Mantle, un raid top secret impliquant plus de 40 agents, une coordination par satellite et un soutien aérien des territoires voisins. Au moment où les agents ont touché terre à Tirataka, l'ampleur de la situation à laquelle ils étaient confrontés est devenue claire. Les structures n'étaient pas seulement des abris temporaires ou des stations de recherche. Il s'agissait de complexes de qualité industrielle dotés de verrous, de claviers cryptés, de tunnels souterrains et de portes en acier renforcées. Des tours de surveillance encerclaient le périmètre du bâtiment principal tandis que des drones, manifestement contrôlés par l'IA, bourdonnaient silencieusement au-dessus. L'ensemble du complexe avait été conçu à des fins de dissimulation et de défense. Dans un bâtiment, étiqueté « Archives », les enquêteurs ont trouvé un mur entier bordé de moniteurs de sécurité diffusant des images en direct de plusieurs chambres troglodytes. L'un de ces flux, horodaté quelques heures seulement avant le raid, montrait un groupe d'individus encagoulés agenouillés autour d'un autel de pierre, les mains levées vers un emblème gravé dans la paroi de la grotte. Il a été confirmé plus tard qu'un emblème correspondait au sceau d'un ancien culte mésopotamien que l'on croyait éteint depuis plus de 2000 ans. C'est dans la grotte la plus au nord, cachée derrière une couche artificielle de mousse et de vigne, que le groupe de travail a fait sa découverte la plus terrifiante, la chambre rituelle. Ce n'était pas une pièce simple. C'était un sanctuaire de pierre et d'os méticuleusement construit, éclairé par des appliques au mazout qui vacillaient encore à l'arrivée des agents. Des symboles inconnus même des cryptographes chevronnés étaient gravés sur le sol. Les os, animaux et peut-être humains,
étaient disposés selon des motifs connus uniquement des initiés des traditions ésotériques. L'air était épais de résidus d'encens et les murs pulsaient d'une teinte cramoisie sous la lumière ultraviolette. Près de l'autel se trouvait une caisse métallique scellée. À l'intérieur se trouvait un parchemin contenant des fragments de ce qui semblait être une écriture sumérienne détaillant une cérémonie connue sous le nom de « passage à travers ». Les chercheurs qui ont examiné le document ont suggéré plus tard qu'il décrivait un rituel de transcendance impliquant des offrandes de sang et de mémoire en échange d'une illumination au-delà de la mort. Il suffisait de stopper les agents dans leur élan. Mais la pièce adjacente à la chambre, appelée uniquement « plateforme d'observation », était encore plus effrayante. Il contenait des moniteurs, du matériel médical, des tableaux d'évaluation psychologique et une base de données numériques cataloguant les individus par pseudonyme, ADN et résultats d'analyse cérébrale. Certains noms avaient des photographies. Certains ne l'ont pas fait. Quelques-uns étaient marqués d'un X rouge. Était-ce une expérience, un centre de recrutement ou quelque chose de bien pire? À ce stade, le FBI a confirmé publiquement que l'île était la pièce maîtresse d'une enquête multi-agence en cours sur des crimes allant au-delà de la fraude financière. Harrison, par l'intermédiaire de son avocat, a nié toute connaissance d'activités rituelles ou d'expérimentation classifiées. Il a affirmé que l'île était utilisée comme lieu de stockage et de tournage pour de futurs projets médiatiques. Bien qu'aucun projet de ce type n'ait été enregistré auprès d'un office du film ou d'une guilde de production, malgré son refus, la preuve raconte une autre histoire. Pourquoi construire une chambre souterraine cachée dans une grotte si votre objectif est la création médiatique? Pourquoi crypter les manifestes d'expédition et dissimuler les transferts d'artefacts si tout est irréprochable? Pourquoi construire un réseau de surveillance destiné à surveiller les personnes sous terre? Et pourquoi, parmi les documents saisis, y avait-il de multiples références à une phrase répétée dans différentes langues? Seuls les initiés survivront au règlement des comptes. La question n'est plus de savoir si quelque chose d'illégal s'est produit sur cette île. Il s'agit du type d'opération menée et de la profondeur des racines de son réseau. L'île privée de Rick Harrison n'était ni un refuge, ni un avant-poste commercial. C'était tout autre chose. Un lieu de secret, un lieu de rituel, un lieu où la réalité s'estompe en mythe et où le passé a pu être manipulé à des fins sombres et insondables. Et maintenant que cela a été révélé, le monde doit se demander, depuis combien de temps cela dure-t-il? Et combien d'autres îles cachées, de chambres cachées existent-ils? Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. L'enquête fédérale sur l'empire privé de Rick Harrison était le produit d'années de chuchotements feutrés, de courriels cryptés, de conseils anonymes et de fichiers enfouis qui étaient longtemps restés ignorés dans les bases de données sécurisées du gouvernement. Mais comme une tempête qui se formait lentement à l'horizon, il y eut un moment où on ne put plus le nier. Tout a commencé par des anomalies, de minuscules irrégularités et des dossiers financiers signalés par un algorithme de conformité de l'IRS. La personnalité publique de Rick Harrison était irréprochable, il payait des impôts, avait un sens des affaires et était profondément ancré dans l'économie dominante. Mais derrière cette image, son portefeuille financier était de plus en plus complexe, composé de comptes offshore, de transactions intraçables et de contrats logistiques qui ne correspondaient pas à ses projets commerciaux publics. Ce n'était pas seulement l'ampleur des transactions. C'est la destination de l'argent qui a suscité des inquiétudes. Un premier signal d'alarme est apparu lorsque l'IRS a constaté des virements électroniques importants vers une société holding basée à Malte, une entité qui, sur le papier, avait cessé ses activités 5 ans auparavant. Les montants étaient importants et souvent accompagnés d'honoraires de conseil ou d'étiquettes logistiques de transport, descriptions vagues qui s'inscrivaient dans le moule de l'ambiguïté juridique. Ces transactions ont été recoupées avec des données de transport maritime international, qui montraient des caisses de luxe arrivant à Las Vegas et réacheminées sans dédouanement vers un port non répertorié du Pacifique Sud. Au début, les fichiers restaient intacts. Les célébrités se lancent souvent dans l'immobilier international et la logistique de la production télévisuelle peut s'avérer compliquée. Mais lorsqu'un analyste de l'IRS a remarqué que le même schéma se reproduisait tous les quelques mois, presque selon un cycle lunaire, il a confié le dossier à un groupe de travail du ministère de la Sécurité intérieure spécialisé dans les délits financiers ayant des implications potentielles sur la sécurité nationale. L'objectif initial de l'équipe était de déterminer si Harrison faisait partie d'un réseau plus large, peut-être blanchissant de l'argent pour des groupes criminels offshore ou trafiquant des artefacts non enregistrés. Une série de demandes d'accès à l'information et de relevés bancaires assignés à comparaître ont donné un premier aperçu de l'ampleur de l'opération. Au moins 9 sociétés distinctes, pour la plupart des sociétés écrans, acheminaient de l'argent vers 3 comptes principaux, tous liés à l'empire commercial plus large de Rick Harrison.
l'argent circulait en boucle serrée depuis les revenus liés au gaz jusqu'aux services de conseil et aux services logistiques introuvables qui payaient des sociétés d'aviation privées, de transport maritime et un seul entrepôt à l'extérieur de Suva, aux Fidji. Cet entrepôt s'est avéré être un trésor d'implication. Lorsque les autorités fidjiennes, sous la pression d'Interpol, ont exécuté un mandat de perquisition, elles ont découvert une unité de stockage climatisée remplie de conteneurs classifiés. À l'intérieur se trouvaient des reliques anciennes, des armes médiévales, des parchemins écrits en araméen ancien et plusieurs objets correspondant aux listes d'artefacts manquants d'Interpol. Une boîte contenait des masques rituels aztèques comportant des traces de sang séché. Un autre, un pot copique égyptien. Son seau s'est fissuré et le contenu a été remplacé par du papier moderne couvert de gribouillages obscurs. Mais l'élément de preuve le plus accablant était peut-être une caisse marquée de l'insigne du musée des Antiquités de Naples, en Italie. Un objet qui aurait été volé plus d'une décennie plus tôt et qui aurait été perdu à jamais. Les empreintes digitales d'Harrison ne figuraient pas directement sur l'objet, mais les carnets de vol montraient qu'un jet privé lié à sa Nevada LLC avait atterri à Naples la même semaine où l'artefact avait disparu. L'avion en question, un Ambe Legacy 650, a ensuite enregistré des trajectoires de vol directement vers l'île, désormais soumise à une surveillance fédérale intense. C'était suffisant pour aggraver l'affaire. À partir de ce moment, Harrison n'était plus une personnalité intéressante de la télévision. Il a fait l'objet d'une enquête fédérale approfondie. Une coalition s'est formée sous la direction du FBI. Avec la participation de la sécurité intérieure, de l'IRS, du ministère de la Justice et même de l'UNESCO, en raison de la valeur culturelle et historique des objets volés, une opération discrète mais implacable a été lancée, rassemblant toutes les empreintes numériques liées à Harrison, à ses entreprises et à toute personne se trouvant à proximité de l'île. L'équipe a commencé à mener des entretiens. D'anciens employés du Gold and Silver Pawn Shop ont été contactés pour des demandes discrètes. Certains avaient déjà été contactés par des cabinets d'avocats, peut-être alertés par les rumeurs de l'enquête. Un ancien directeur, sous couvert d'anonymat, a décrit une arrière-boutique au sein du prêteur sur gage qui était interdite à tout le monde sauf à Harrison et à 2 gestionnaires de confiance. Cette pièce, connue du personnel sous le nom de coffre-fort, n'était pas utilisée pour le stockage traditionnel. Il abritait des acquisitions sensibles, des articles qui n'étaient jamais étiquetés ni tarifés et qui étaient généralement retirés au bout d'un jour ou deux. Plus curieux encore étaient les récits de stagiaires qui se souvenaient de boîtes non marquées livrées tard dans la nuit, parfois par des services de messagerie qui n'opéraient pas localement. L'une d'elles a déclaré qu'elle avait un jour aperçu un récipient doublé de velours contenant un crâne humain peint à la feuille d'or et gravé dans ce qu'elle croyait être du sanskrit. À l'extérieur du magasin, les enquêteurs ont suivi un fil d'Ariane parmi les associés connus de Rick. Un homme, un marchand d'objets d'origine roumaine nommé Vasil Draga, avait été inculpé en 2015 pour son rôle dans la contrebande de reliques religieuses en provenance de régions déchirées par la guerre en Syrie et en Irak. Bien qu'acquitté pour des raisons techniques, Draga était connu pour entretenir un vaste réseau de chasseurs d'antiquités qui faisaient fréquemment du commerce sur le dark web. Des emails découverts plus tard sur un serveur crypté ont révélé que Draga avait envoyé à Rick plusieurs objets en cadeau, dont une relique consacrée au pouvoir inestimable, accompagnée d'instructions de manipulation strictes et d'un post-scriptum effrayant. Le sceau ne doit pas être brisé tant que le miroir n'est pas allumé. Cette phrase, aussi énigmatique qu'elle puisse paraître, correspondait à une note trouvée sur le mur de la plus grande découverte du FBI sur l'île. La chambre rituelle cachée au plus profond du réseau de grottes. À ce stade, les autorités ne pouvaient ignorer les implications symboliques et psychologiques. Un consultant spécial a été engagé, un expert en comportement sectaire et en symbologie ésotérique. Le docteur Maya Ellison, qui avait travaillé sur des cas impliquant des sectes religieuses marginales en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, a vu des photographies des symboles découverts à la fois sur l'île et dans les notes personnelles de Rick. Sa réponse fut immédiate. Ce n'est pas aléatoire. C'est une architecture rituelle. Vous examinez les marques d'initiation, les glyphes de liaison et les symboles d'alignement du cercle sanguin. C'est quelqu'un qui ne collectionne pas seulement pour l'esthétique. C'est une croyance. Ceci est une application. Fort de cette idée, le FBI a émis des mandats pour fouiller les archives numériques de Rick. Ce qu'ils ont trouvé a tiré le rideau encore plus loin. Caché parmi des milliers de photos, de reçus et d'évaluations se trouvait un journal privé numérisé et crypté sous le nom de Chronos Ledger. Il contenait des entrées remontant à près de 15 ans documentant un projet secret intitulé « La ligne ininterrompue ». Le journal décrivait une recherche des reliques ultimes, non pas pour la préservation des musées ou l'étude historique,
mais pour être utilisé dans des cérémonies conçues pour déverrouiller les chambres cachées de l'esprit humain. Il y avait des entrées discutant des vortex d'énergie, des déclencheurs de lignées, de la résonance psychologique avec des objets sacrés et même des premières expériences menées sur des volontaires qui auraient été embauchés comme manipulateurs d'artefacts puis soumis à des protocoles d'isolement sur l'île. Dans un article particulièrement troublant, Harrison a décrit une cérémonie impliquant le placement d'une amulette d'obsidienne sous la langue d'un candidat réceptif, suivie d'une exposition à des fréquences alternées de lumière et de son. Le but, aller au-delà du rideau pour voir ce qui était promis aux anciens. Il ne s'agissait pas seulement de collectionner. C'était une obsession. Et cela a tout jeté au son entreprise, sa renommée, sa boutique, même l'émission de télévision sous un nouveau jour étrange. Pawn Star avait-il été une façade depuis le début? Ou est-ce que quelque chose a changé en cours de route? Il semblait que la descente de Rick avait été progressive. Un homme d'affaires légitime devenu collectionneur, devenu fanatique à la recherche de quelque chose qu'aucune science moderne ne pouvait quantifier. L'enquête fédérale a élargi sa portée. Les interrogatoires se sont multipliés. Les partenaires internationaux ont ajouté de nouvelles couches à l'enquête. Et puis vint la dernière pièce du puzzle. Image de surveillance d'une vente aux enchères à Vienne en 2021 montrant Rick Harrison participant à un événement à huis clos connu uniquement des collectionneurs de haut niveau et des conservateurs du marché noir. Aux enchères, une lame forgée au XIIIe siècle, utilisée par les membres de l'Ordre du Dragon, dont la rumeur dit qu'elle possédait une résonance ancestrale. Rick a enchéri sur l'article et a gagné. Cette arme a ensuite été retrouvée dans une vitrine au sein de la structure principale de l'île, avec des notes manuscrites sur son potentiel de charge et sa réaction lorsque du sang est appliqué. À présent, les responsables fédéraux en avaient assez pour agir. Le raid a été approuvé. L'île a été saisie. Rick Harrison n'était plus une icône américaine. Il était un suspect au cœur de l'une des enquêtes les plus étranges et les plus sombres que le FBI ait entreprises depuis des années. Ce n'était plus une question de cupidité. Il ne s'agissait pas seulement de blanchiment d'argent ou de contrebande d'artefacts. Il s'agissait de croyances, de contrôle, de pouvoir et peut-être de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus dérangeant que quiconque aurait pu l'imaginer. C'était juste avant l'aube lorsque le ciel au-dessus de l'île de Tiraca commença à bourdonner. Au-dessus de l'anneau récifal déchiqueté, invisible à l'œil nu depuis le rivage, 2 drones militaires gris tournaient en formation synchronisée. Leurs caméras thermiques, guidées par des informations satellitaires en temps réel, ont balayé la dense canopée d'arbres et de formations rocheuses. Ils ne recherchaient pas la faune. Ils captaient le mouvement, des signatures thermiques qui faisaient allusion à une activité humaine. À 4h12, heure locale, la première unité terrestre a atterri sur la plage la plus au nord de l'île, connue des locaux sous le nom de Redma. Il s'agissait de l'exécution de l'opération Hollow Mantle, un raid tactique international multi-agence conçu avec la précision d'une opération militaire, mais ordonnée sous la juridiction fédérale. Les agents impliqués n'étaient pas des débutants. Beaucoup avaient visité des zones de combat, effectué des opérations de dépistage de stupéfiants et mené des opérations antiterroristes, mais rien pour lequel ils s'étaient entraînés n'aurait pu les préparer à ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. 36 agents se sont déplacés rapidement et silencieusement sur le sable à l'aide de lunettes de vision nocturne et de superposition AR. Le relief de l'île était dangereux. La roche volcanique, la mousse glissante et la végétation dense de la jungle rendaient chaque pas délibéré. Leur cible était un établissement soupçonné d'être au centre d'un réseau criminel de haut niveau dirigé par Rick Harrison. Un homme autrefois célèbre pour avoir animé une émission de télé-réalité sur le marchandage d'antiquités. L'ironie n'a échappé à aucun d'entre eux. Selon les informations du FBI, l'île était plus qu'un refuge. C'était une forteresse, non seulement physiquement, mais aussi structurellement et symboliquement. Il avait été conçu dans un but exprès de dissimulation et d'intimidation. Plusieurs bâtiments, des entrées cachées, un site de fouille centrale et un système de grottes sous la falaise nord. Tous étaient apparus sur des scans infrarouges. Tout le monde serait visé. Le premier point de brèche était un long bunker quelconque creusé dans le sol de la jungle, recouvert de broussailles synthétiques et bordé d'un filet de camouflage. Cela ressemblait à une relique de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ce que les agents forcent la porte en acier renforcé et découvrent un scanner biométrique actif bourdonnant juste à l'intérieur. L'intérieur était glaçant. Des rangées d'étagères remplies de vitrines, chacune contenant un artefact scellé dans des contenants emballés sous vide. Tablettes sauriennes, instruments en os, statues d'obsidienne sculptées en figures grotesques et rouleaux trempés dans ce que les analystes confirmeront plus tard comme étant du sang séché. Et ce n'était que le premier acte.
En se déplaçant vers le sud en empruntant un chemin très boisé, les équipes Alpha et Bravo ont localisé ce qu'elles pensaient être la principale installation de l'île. Mais il n'y avait ni fenêtre, ni signalisation, juste une structure monolithique noire nichée à flanc de colline avec une seule porte en obsidienne gardée par un mécanisme de verrouillage complexe. Les experts en technologie qui ont atterri avec la deuxième vague l'ont piraté à l'aide d'un système de double empreinte digitale récupéré auprès des associés connus d'Harrison. Dès l'instant où la porte s'est ouverte, l'odeur les a frappés. Ce n'était pas exactement de la pourriture, mais quelque chose de plus ancien, de l'encens rassis, du métal oxydé et la puanteur du temps lui-même. À l'intérieur se trouvait ce que l'équipe appellerait plus tard l'atrium. Une pièce caverneuse bordée de torchers, d'imposantes bibliothèques et de ce qui semblait être des sanctuaires, un pour chaque direction cardinale. Au centre se trouvait une grande carte gravée dans le sol en marbre montrant la disposition de l'île avec 6 zones marquées, dont 4 avaient leurs étiquettes rayées et écrasées en latin. L'un des agents, un linguiste intégré à l'équipe, a traduit l'une des phrases gravées sur le mur orienté à l'est, le prix du savoir se paie dans le silence et l'ombre. Un autre agent, un vétéran ayant une expérience en guerre psychologique, marmonna dans sa barbe, ce n'est pas seulement une cachette. C'est une doctrine. Mais ce n'est que lorsque l'équipe a atteint la grotte nord que l'ampleur de l'opération et l'horreur se sont révélées. L'entrée de la grotte avait été cachée par un faux mur de falaise. Un mécanisme hydraulique, activé à l'aide d'un code d'accès volé, a séparé les rochers pour révéler un tunnel de pierre sinueux descendant dans l'obscurité. Les lampes frontales de l'équipe perçaient l'obscurité, révélant des sculptures anciennes sur les murs, des symboles, des spirales, des yeux. Il y avait des marques de pointage gravées par des mains tremblantes, comme si elles avaient été faites par quelqu'un essayant de se rappeler ou d'oublier combien de jours il avait été enfermé à l'intérieur. Au fond du tunnel, l'air se refroidit. L'humidité coulait d'en haut et les bruits de la jungle s'estompaient. C'était un endroit épargné par le temps. Un silence plus épais que la mort se pressa contre leur poitrine alors qu'ils entraient dans la chambre. La salle rituelle. Même les agents les plus durcis ont gelé. Le sol était construit en pierre noire et recouvert de cercles concentriques et d'étranges marques qui pulsaient sous la lumière ultraviolette. Un autel taillé dans une seule plaque de verre volcanique se trouvait au centre de la pièce, avec des taches pourpres séchées recouvrant sa surface. Autour de l'autel se trouvaient 4 chaises en métal boulonnées au sol, chacune tournée vers l'intérieur avec des attaches en cuir sur les accoudoirs. Au plafond étaient suspendues des cages, des petites, des grandes, certaines vides, d'autres contenant des restes de tissus, de cheveux, d'os. D'un côté, un ensemble d'appareils d'enregistrement audio fonctionnait toujours. Lors de la lecture, les sons qui résonnaient de ces machines étaient incompréhensibles, des chants à basse fréquence, des bourdonnements mécaniques et des cris humains intermittents qui défiaient l'analyse linguistique. Sur un piédestal voisin, les enquêteurs ont découvert un poignard de cérémonie, dont la poignée était enveloppée de peau humaine préservée. À côté, un petit livre relié en cuir écrit dans au moins 4 langues différentes, dont le latin, l'acadien et le vieil anglais. Un passage traduit par les reliques du vieux sang, la porte s'ouvrira. Et sur le mur du fond, une peinture murale décolorée mais indubitable représentant un cercle de personnages en robe entourant une personne agenouillée, les bras levés comme s'ils s'offraient à une force invisible au-dessus. Derrière eux, une porte taillée dans la pierre, ouvrant sur ce qui ressemblait à des étoiles ou à une sorte d'abîme. Ce n'était plus une question de légalité. C'était une question de bon sens. Les agents se sont déplacés rapidement, photographiant tout, collectant des échantillons, sécurisant les données numériques des serveurs intégrés connectés à l'infrastructure de la grotte. Disques durs, journaux biométriques, codes d'accès, tous ont été placés en garde à vue. À l'extérieur, les équipes Charlie et Delta ont sécurisé le périmètre de l'enceinte, arrêtant 5 individus qui avaient tenté de fuir par une sortie dissimulée sur la plage sud. Leurs identités n'ont pas été révélées au public, mais des sources ont confirmé qu'au moins 2 d'entre eux entretenaient des relations diplomatiques, ce qui complique énormément la procédure judiciaire. L'un des détenus, interrogé, aurait prononcé la phrase suivante, « Il nous a dit que le voile s'éclaircissait. » Il fallait se préparer. Le voile, c'était un motif récurrent que l'on retrouve dans presque tous les coins de l'île. Des documents d'Harrison aux inscriptions rupestres, le terme « voile » est revenu à plusieurs reprises comme si quelque chose était caché au monde, et les personnes impliquées pensaient être sur le point de le percer. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une lumière orange sur la canopée de la jungle, les agents émergents de la grotte ont changé. Certains secouaient la tête avec incrédulité. D'autres restaient simplement silencieux. Un agent débutant a vomi dans le sable, les mains encore tremblantes. Pour beaucoup,
ce n'était pas seulement un échec. C'était une initiation à une vérité qu'ils n'auraient jamais imaginé rencontrer dans le domaine de l'application de la loi. Vers 10 heures du matin, l'île avait été déclarée scène de crime fédéral. Les équipes médico-légales fédérales sont arrivées. Le soutien militaire a été mis en attente. Une coupure de communication a été imposée dans toute la zone pour éviter les fuites jusqu'à ce que le bureau puisse publier une déclaration contrôlée. Les médias, ignorant la nature exacte du raid, avaient commencé à rapporter que Harrison faisait l'objet d'une enquête pour mauvaise conduite financière. Personne n'avait encore saisi l'ampleur ou l'obscurité spirituelle de ce qui avait réellement été découvert. De retour sur le continent, la directrice du FBI, Camille Hargrove, a été informée via une liaison satellite sécurisée. Après avoir entendu les détails, sa seule réponse enregistrée a été « Cher Dieu, cela va plus loin que nous le pensions ». Les agents ont transporté des dizaines de caisses remplies de preuves vers une installation sécurisée du Nevada. Les serveurs numériques ont été copiés et téléchargés sur un réseau classifié pour être décryptés, et un groupe de travail spécial a été immédiatement formé pour gérer ce qui s'appelait désormais Projet Veille. Rick Harrison, quant à lui, avait déjà été arrêté dans son domaine de Las Vegas quelques heures plus tôt. Il n'a opposé aucune résistance. Lorsque les agents l'ont informé de la brèche dans l'île, il aurait souri légèrement et aurait dit « Alors, c'est déjà commencé ». Il est actuellement détenu dans un établissement fédéral tenu secret. Pas de caution, pas de contact extérieur. Quelques heures seulement après le raid, un mandat de silence a été imposé à tous les agents et responsables impliqués, mais des fuites étaient inévitables. En 48 heures, des fragments de l'histoire ont commencé à faire surface. Des sources anonymes ont divulgué des photos. D'anciens employés du prêteur sur gage ont commencé à s'exprimer. Les fans étaient stupéfaits. Le public est passé de l'incrédulité à l'indignation puis à la peur. Quel était le véritable but de l'île? Pourquoi un homme qui échangeait autrefois des cartes de baseball et des pièces rares avait-il été impliqué dans des pratiques rituelles impliquant du sang, des reliques et des cérémonies indescriptibles? Les réponses, promises par les autorités, allaient arriver. Mais comme l'a chuchoté un agent à un autre, quelques jours après le raid, alors qu'il écoutait l'audio de la chambre, je ne pense pas que nous comprendrons jamais pleinement ce qui se passait dans cet endroit. Quoi qu'il fasse, ce n'était pas fait pour nous. Le silence dans la salle n'était pas un silence ordinaire. C'était le genre de chose qui avait du poids. Un silence qui pesait sur ta poitrine et s'installait dans tes os. Le genre de chose qui a poussé même les agents les plus chevronnés, dont beaucoup sont des vétérans du combat, des raids antidrogue et des enquêtes sur le crime organisé, à faire une pause avant de franchir le seuil. Au fond du système de grotte de l'île privée de Rick Harrison, derrière un mur coulissant en pierre volcanique actionné par un mécanisme sensible à la pression, l'équipe a découvert ce qui sera plus tard appelé l'étrange chambre rituelle. Ce n'était pas seulement une pièce. C'était tout un monde souterrain construit autour de pratiques anciennes, de conditionnement psychologique et de quelque chose pour lequel aucun manuel ni code pénal n'avait de mots. L'air à l'intérieur de la chambre était froid, humide et sentait la terre et l'huile. Alors que les agents balayaient le sol avec leurs lampes de poche, des sculptures complexes sont devenues visibles, des symboles que personne n'a immédiatement reconnus. Certaines ressemblaient aux runes celtiques, d'autres au cunéiforme babylonien. Quelques-uns ne correspondaient à rien de connu dans les documents historiques. Ils n'ont pas seulement été gravés dans la pierre. Ils étaient incrustés de ce qui ressemblait à du sang séché et de la poussière d'obsidienne, formant des motifs qui pulsaient à un rythme inquiétant sous la lumière ultraviolette. Un autel circulaire dominait le centre de la pièce. Il était sculpté dans du granit noir, poli pour obtenir un éclat semblable à un miroir et entouré de pointes de fer encastrées dans le sol. Chaque pointe contenait un morceau de tissu en lambeaux, ou ce qui en restait, certains brûlés, d'autres trempés de taches. Une lame rituelle se trouvait au centre de l'autel. Il avait un design incurvé, presque serpentin, avec une poignée enveloppée de cuir rouge délavé et des inscriptions anciennes gravées sur le dos de la lame. C'était plus lourd qu'il n'y paraissait. Les analystes ont ensuite découvert des restes d'ADN humain et animal sur sa bordure. Autour du périmètre de la pièce se trouvaient des piliers, 6 au total, chacun gravé de figures uniques. En y regardant de plus près, les personnages semblaient humanoïdes mais déformés. Membres allongés, orbites oculaires, bouches cousues. Leurs bras étaient tendus, pointés vers l'intérieur, vers l'autel. Au-dessus d'eux, de minuscules rainures dans la pierre suggéraient le passage du liquide depuis le sommet des piliers jusqu'à leur forme. Canaux sanguins, a conclu un médecin légiste. Utilisé lors de cérémonies en direct. Derrière l'autel,
une fresque murale s'étendait sur tout le mur du fond. Il était peint dans des rouges profonds et des oranges brûlés, presque abstrait à première vue, mais prenant lentement forme au fur et à mesure que l'on regardait. Il représentait un personnage central vêtu de blanc, debout au bord d'une falaise, les bras tendus. Au-dessous de lui, une rangée de personnages plus petits s'agenouillaient en signe de soumission. Au-dessus d'eux, ce qui ressemblait à une porte s'ouvrait sur un vide tourbillonnant, et de ce vide, de longues mains griffues s'étendaient vers le bas. La fresque n'était pas signée d'un nom, mais d'un sceau, un œil à l'intérieur d'un triangle entouré d'ailes dentelées. Le même sceau avait été gravé sur plusieurs reliques trouvées plus tôt lors du raid. Les enquêteurs ont découvert 3 chambres reliées à la salle rituelle principale. Le premier était ce qu'ils appelaient la préparation. Il contenait des robes aux des dizaines de couleurs variées, soigneusement pliées sur des supports métalliques. Certaines étaient brodées de fils d'or. D'autres avaient des symboles gravés directement dans le tissu. Il y avait aussi une vanité fissurée et déformée par l'humidité avec des pots de peinture pour le visage, des huiles parfumées et des récipients étiquetés en latin et en grec ancien. La deuxième chambre s'appelait Observation. Il abritait une banque de moniteurs, 6 écrans, tous connectés à des caméras infrarouges placées dans toute la grotte. Un seul bureau se trouvait devant eux, couvert de notes manuscrites. Une page laissée à moitié froissée sous un verre d'eau stagnante disait « Préparez le récipient. Alignez les marqueurs. La lumière ne doit pas toucher la chair avant l'appel. » À proximité se trouvaient des cartes du système nerveux humain annotées de marques étranges et de références à des seuils liminaires et des passerelles psychiques. Cette pièce contenait également des dossiers, des piles de papier organisées avec une précision militaire. Chaque fichier comprenait une photo, un numéro, une liste d'attributs et plusieurs cases avec des coches ou des barres obliques. Les individus documentés étaient d'âge, de race et de sexe différents. Certains ont été qualifiés de témoins. D'autres avaient une résonance de vaisseau ou de défaillance écrite à l'encre rouge. Un fichier portait le nom de Rick Harrison griffonné dans la marge, accompagné de l'expression Handler Phase 2 Initiateur. La dernière salle était étiquetée Révérence. Contrairement aux autres, cette pièce n'avait ni technologie, ni papier, ni meubles, seulement une plateforme en pierre surélevée entourée de bougies, chacune avec une mèche qui semblait récemment brûlée. Sur le mur derrière, il y avait un passage écrit en vieil araméen. Traduit par un linguiste engagé plus tard par le FBI, il disait « Le silence n'est pas une absence. Le silence, c'est écouter et se souvenir. » Le sol de cette pièce portait des taches sombres disposées en cercles superposés. Certaines zones ont été incendiées. D'autres étaient collants avec un résidu qui défiait l'identification en laboratoire. Les agents ont trouvé des restes de cheveux, des fragments de dents et des rognures d'ongles incrustés dans les crevasses de la pierre. Au fond de la pièce, il y avait une porte verrouillée, renforcée par plusieurs loquets et un clavier. Il a fallu 2 heures aux techniciens pour l'ouvrir. À l'intérieur, ils ont découvert les archives de l'île, des classeurs en métal, des caisses en bois et des lecteurs numériques, tous remplis de documentation sur les rituels, les reliques et les journaux personnels. Les écrits personnels de Rick faisaient partie du matériel. Son écriture était indubitable. Une entrée disait « Nous ne sommes plus des collectionneurs. Nous sommes les gardiens du pouvoir. Ces reliques ne sont pas mortes. Elles respirent. Elles répondent à l'intention. Et une fois réveillées, elles ne dorment plus. » Il y avait des schémas de la chambre rituelle, suggérant que sa construction avait été méthodique, peut-être sur des années, voire des décennies.